Je prends toujours les questions pour la FAQ, la foire aux questions, donc la vidéo où vous me posez des questions et j'y réponds directement comme ça face caméra en instantané. Je prends toujours les questions, donc n'hésitez pas si vous avez des questions sur moi, sur mon parcours, sur mon avis par rapport à tel truc, sur mes références idéologiques, les auteurs que j'aime bien, mes idées par rapport à tel courant, ce que vous voulez, je prends absolument tout. Je ne sais pas si je pourrais répondre à tout, sachant que j'ai cette fâcheuse tendance à déblatérer sans m'arrêter. C'est pour ça que je garde d'ailleurs le minuteur à chaque fois que je fais une vidéo, je garde le minuteur bien en face de moi pour éviter de déblatérer pendant des heures. Donc voilà, pour la FAQ, posez-moi vos questions. Mais cette vidéo, je voulais vous parler de une de mes dernières lectures. Comme je vous l'ai dit, j'essaie de moins lire en ce moment, de plus m'imprégner de ce que je lis. Et ça a été l'expérience avec ce bouquin qui est Théorie de la dictature de Michel Onfray. Donc Michel Onfray, pour ceux qui ont vécu dans une grotte ces 20 dernières années, c'est un philosophe français, un des philosophes français contemporains les plus notoires, les plus influents. Il est vraiment très influent, il est partout. Je crois que c'est lui qui a fondé la revue politique Front Populaire. Je crois bien, je suis 90% sûr que c'est lui qui l'a fondé. Donc Michel Onfray, c'est un philosophe qui se revendique du souverainisme. Bien évidemment, il est de gauche. Michel Onfray, il est de gauche, c'est connu. Certains le classent à l'extrême droite, c'est certains, j'ai envie de leur dire, ok très bien, prenez vos comprimés, un verre de lait chaud et allez au lit. Non, Michel Onfray est un homme de gauche et il fait partie de ce qu'on appelle l'ancienne mouvance de gauche, qui n'est pas ancienne, qui existe toujours, mais c'est la gauche républicaine, souverainiste, et surtout je le classerai plutôt là, hein. Même lui-même il se revendique du souverainisme. Attendez, juste histoire que vous voyez bien le bouquin Théorie de la dictature, et ça me permet de poser pour la miniature. Voilà, je trouve cette édition plutôt jolie. Il est assez court, comme vous voyez. Il fait, allez, pour être gentil, à peu près 200 pages à tout casser. Il est vraiment très facile à lire. Je l'ai lu en même pas 2 jours. Il se lit très rapidement, très facilement, surtout si tu as lu les 2 œuvres dont ce bouquin se fait le compagnon de route, c'est-à-dire 1984 et La ferme des animaux de George Orwell. Bien évidemment, les chefs-d'œuvre de George Orwell. 1984... Je vous recommande la lecture, mais faites très attention, c'est une lecture qui est très difficile. Tu lis ce bouquin, après t'es déprimé. Et La ferme des animaux, alors je l'ai lu il y a très longtemps, mais c'est un classique. Tout le monde sait, même les gens qui n'ont pas lu La ferme des animaux savent exactement de quoi ça parle. C'est une métaphore de la révolution russe. Et c'est là où je pourrais adresser certaines critiques à ce bouquin. Donc pour résumer vite fait, ce bouquin... Théorie de la dictature de Michel Onfray. Donc l'auteur, il est vraiment dans le camp souverainiste. Je ne vais pas parler de souverainisme maintenant, mais si vous voulez, en gros, c'est une tendance doctrinaire qu'on trouve autant à droite qu'à gauche, qui considère que la priorité, c'est la souveraineté nationale, c'est la souveraineté du pays. La souveraineté, c'est la compétence des compétences. C'est le fait de dire qu'un État puisse faire absolument ce qu'il veut dans son propre pays sans ingérence extérieure. Et bien évidemment, ceux qui me suivent depuis longtemps le savent, ça revient à une critique virulente de l'Union européenne, critique qu'on trouve dans ce bouquin. Donc Michel Onfray, moi je le range plutôt dans le camp souverainiste, même si beaucoup de droitards n'aiment pas le ranger là-dedans, et ça fait partie aussi des critiques que je vais lui adresser, c'est que je trouve dans ce bouquin qu'il est, on le sent, on sent qu'il est dans ce chemin-là, mais il ne s'y engage jamais réellement. Il défend pas suffisamment la tradition, alors que il le fait de manière cryptique. Bref. Donc ce bouquin, je vais vous résumer, c'est un compagnon de route des 2 chefs-d'œuvre de George Orwell, parce que en gros c'est littéralement comment théoriser la dictature. Il théorise la dictature, il t'explique ce qu'il faut faire au niveau politique, politicienne pure, ce qu'il faut faire pour installer une dictature. Ça peut peut-être porter à confusion si on ne connaît pas le personnage, on aurait l'impression qu'il nous explique comme une espèce de Machiavel plus, il nous explique comment fonder une dictature. Donc bien évidemment... C'est dans la préface, dans l'introduction, on voit qu'en effet, il écrit dans ce bouquin dans le but de dénoncer, bien évidemment, mais c'est vraiment, des fois, tu prends un petit peu de recul, tu te rends compte que oui, si tu veux fonder une dictature aujourd'hui, c'est comme ça que tu t'y prendrais. Donc, est-ce que ce bouquin a été une réaction à la réaction médiatique des Gilets jaunes, sachant que... Les Gilets jaunes, si vous vous souvenez bien, parce que ce bouquin a été écrit pendant le mouvement des Gilets jaunes en 2019. Si vous vous souvenez bien, les Gilets jaunes, ceux qui soutenaient les Gilets jaunes, étaient accusés de complotistes, anti-vax, extrême droite, machin truc, tout bien. Et ça a duré 2 semaines. Et ensuite, tous les médias se sont rendus compte que l'écrasante majorité des Français soutenaient les Gilets jaunes parce qu'ils voyaient en eux une lutte qui était bien évidemment politique, mais qui n'était pas partisane. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, c'était impossible de les ranger dans un camp comme dans l'autre, même si, selon moi, ça a porter des revendications qui étaient portées par nous les souverainistes. Donc ce bouquin,
j'ai des critiques à lui faire, je vais le faire plutôt à la fin de la vidéo, mais d'abord je vais vous résumer. Il y a une première partie qui théorise la dictature de manière très détaillée en prenant pour exemple 1984, et ensuite on a la deuxième partie qui est beaucoup plus courte, où là ça parle vraiment des étapes, et ça prend pour exemple la ferme des animaux. La ferme des animaux, pour ceux qui ne le savent pas, c'est littéralement... c'est la révolution russe, c'est une métaphore de la révolution russe. T'as Trotsky, t'as Staline, t'as tous les mecs de la révolution russe, tu les trouves là-dedans sous forme d'animaux, et t'as aussi des archétypes. Mais si vous voulez, franchement, si je vous en parle plus, je vais faire que vous divulguer ce qu'il y a dans le bouquin, donc franchement, allez le lire, il est très intéressant. Mais, alors, je vais vous prendre quelques exemples. Donc, il donne des commandements, un peu comme une tablette des 10 commandements, et le premier commandement pour théoriser la dictature, pour installer une dictature dans un pays, c'est détruire la liberté, avec bien évidemment, peut-être une des maximes les plus célèbres de l'œuvre de George Orwell, la servitude, c'est la liberté. Donc, 1984, l'univers de 1984 se passe dans un Londres, je crois que c'est Londres qui est un Londres dystopique où le pouvoir a été pris par 1900. Est-ce que je vais vous résumer 1984? Allez le lire sérieusement, c'est une lecture difficile, mais ça vaut le coup. Voilà, c'est le totalitarisme le plus brutal, le plus extrême. Je ne pense pas qu'on puisse aller au-delà de ce que George Orwell a imaginé, de son temps en tout cas. Aujourd'hui, avec la technologie, on pourrait imaginer pire, mais George Orwell était bien précurseur. Il voyait à quoi pouvaient mener les tendances de son temps. On va dire, les tendances de son temps... il voyait très bien que ça pouvait aller très très loin, surtout avec la montée des totalitarismes et le communisme. Aujourd'hui, on pourrait aller bien plus loin, c'est clair. Mais voilà, George Orwell, c'est vraiment ça, son bouquin, la dictature la plus... même pas la dictature, le système totalitaire et totalisant le plus brutal qui soit. Donc... la maxime, c'est la servitude, c'est la liberté. Et on ferait, à travers ces commandements, il nous explique clairement des instructions. Par exemple, assurer une surveillance perpétuelle. Et ça, c'est vrai, le propre des régimes totalitaires, c'est de surveiller leur population, ruiner la vie personnelle. Et ça, là où je peux aller un peu plus loin, un régime totalitaire va essayer de, on va dire, ruiner plus l'individu, la vie personnelle qui revient aussi à détruire, parce qu'il revient aussi à détruire la vie familiale, mais surtout parce qu'un système totalitaire ne veut pas faire de toi un individu ou alors le membre d'une famille, et ça même Onfray l'explique très bien. On se rappelle dans 1984 des passages où des enfants étaient glorifiés parce qu'ils avaient dénoncé leurs parents ou leurs proches pour des crimes de mal pensée. Petite parenthèse, mais ceux qui ont connu les premières éditions de 1984 comme moi, se souviennent d'expressions comme novlangue, crime de la pensée, police de la pensée, alors qu'en réalité, 1984 en France a souffert de cette traduction, puisque ça c'est le propre des traducteurs français, ils essaient d'embellir les mots, de les porter à la hauteur de la langue française en essayant de bien les traduire pour que ça soit joli, et en effet, novlangue, ça sonne beaucoup mieux que son équivalent en langue originale, en anglais, newspeak. Parce que George Orwell, quand il écrivait, il avait un sens de la linguistique très aiguisé. Quand il écrivait newspeak, donc la novlangue, le nouveau langage, la nouvelle manière de parler instituée par le régime qui visait à aliéner les gens, ils avaient compris qu'en aliénant le langage, en maîtrisant le langage des gens, ils allaient aussi maîtriser ce qu'il y a dans leur tête. Donc, George Orwell, quand il a développé cette expression de newspeak, donc c'est tout un concept qu'il développe, le newspeak, en réalité une meilleure traduction ça serait le nouveau parler, pas novlangue, parce que novlangue c'est un mot joli, c'est pas censé être joli, c'est censé être moche, c'est censé réduire la langue à sa fonction la plus basique, c'est-à-dire juste l'expression, alors que non, la langue est porteuse de bien plus que ça. Il y a ça, il y a aussi donc novlangue c'est l'exemple le plus parlant. Voilà, parenthèse fermée, mais je suis content, les nouvelles éditions de 1984 ont une traduction, par exemple, ils disent plus novlangue, ils disent nouveau parler, et je trouve que c'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus fidèle à l'offre originale. Donc, pour vous faire comprendre que George Orwell, en écrivant en 1984, il veut pas te faire passer un bon moment. Non, pas du tout, c'est 1984, tu seras tenté de le poser et de ne plus jamais l'ouvrir quand tu seras en train de le lire, parce que c'est pas enthousiasmant comme fiction, ça te déprime, mais bon. Donc on a ça. Je vous disais par rapport au fait de ruiner la vie personnelle, un système totalitaire ne veut pas des individus qui soient attachés à leur personne ou à leur famille, il veut des individus qui soient attachés à l'État. Tout le monde a fait le collège, tout le monde sait exactement de quoi je veux parler. Il y a aussi quelques-unes, par exemple, supprimer la solitude.
En gros, il faut pas que tu te rendes compte que tu es un individu, que tu peux faire des trucs tout seul, quand tu peux faire des trucs pour l'État, la puissance politique suprême. Bien évidemment, se réjouir aux fêtes obligatoires. Donc, c'est tout simplement le fait qu'un régime totalitaire, si tu célèbres pas, si tu n'es pas le bras assez haut, eh ben, tu te retrouves à Dachau 2 jours plus tard. Voilà. Mais il y a aussi d'autres principes, et là, je pense que je peux commencer ma critique de Onfray là-dessus. Il y a cette notion d'abolir la vérité. Donc c'est le 3e commandement de sa théorie de la dictature, il faut abolir la vérité. Je veux bien, et c'est vrai, les régimes totalitaires, c'est pas qu'ils abolissent la vérité, c'est qu'ils s'approprient la vérité, ils veulent faire en sorte que ce soit eux, les bureaucrates, qui contrôlent la vérité, parce que toute vérité n'existe pas en dehors de ce que nos bureaucrates veulent. Et c'est quelque chose qui est conduit par un outil de George Orwell qui est la double pensée. La double pensée, c'est le fait, dans le bouquin, c'est assez ambigu à comprendre, mais la double pensée, c'est le fait d'admettre 2 vérités contradictoires, d'admettre qu'elles puissent exister sur un même plan de l'existence, ce qui est à l'inverse total de la base de la philosophie occidentale, qui est le principe de non-contradiction. Donc, il y a le fait d'abolir la vérité. Il y a aussi un autre principe dont je voulais vous parler par rapport à ça, le fait de psychiatriser la pensée critique. Donc bien évidemment, ça c'est bon, je vais y revenir après. Mais oui, c'est complètement ça, un régime totalitaire. Et en réalité, même des régimes aujourd'hui veulent faire en sorte que tu ne penses pas de manière critique. Et même pire, et heureusement que Onfray a pas écrit ce bouquin avant le Covid, parce que le bouquin, il aurait fait 5 fois sa taille actuelle. Psychiatriser la pensée critique, c'est-à-dire tout simplement, si tu essaies de réfléchir par toi-même, si tu essaies de réfléchir de manière critique, c'est-à-dire d'aller au-delà des lieux communs, d'aller au-delà de ce qu'on essaie de te faire croire, non seulement c'est déconseillé, mais aujourd'hui c'est même critiqué. Hein. On a vu ce qui s'était passé pendant le Covid. Je pense que ceux qui suivent ma chaîne partagent certaines de mes convictions par rapport à ça, c'est-à-dire que pendant le Covid, soit tu te conformais à ce qui était dit, soit tu étais complotiste, raciste, misogyne, machin truc. Donc, par rapport au fait d'abolir la vérité. Alors, je veux bien, je l'admets entièrement, sauf que il occulte ce qui faisait la vérité dans les sociétés occidentales avant les États modernes. Ce qui faisait la vérité, c'était la religion. Donc, je ne pense pas qu'on puisse critiquer le fait que dans les États occidentaux, on va dire que je fais du prosélytisme, mais je ne pense pas qu'on puisse critiquer cet aspect-là des régimes totalitaires sans occulter le fait que ce qui représentait la vérité aux yeux des peuples occidentaux, eh bien c'était la religion. Et j'irais même plus loin, j'irais jusqu'à dire que la pensée critique en elle-même, je sais que j'ai été un peu critiqué là-dessus, mais ne vous inquiétez pas, je vais faire une vidéo pour justifier mes opinions là-dessus. La religion, en Occident, ça a été la chose qui a permis la pensée critique, ça a été la chose qui a permis l'avènement de la science. Sujet pour une autre vidéo. Il y avait autre chose, je voulais critiquer Onfray là-dessus. Aspirer à l'empire, non, ce n'était pas exactement ça. Gouverner avec les élites, non, ce n'était pas exactement ça. Asservir grâce au progrès, c'est un pan qui est très très important dans l'œuvre de George Orwell, 1984. Dissimuler le pouvoir, bref. Ce que je vais aller droit au but pour pas vous ennuyer et parce que je me suis complètement foiré dans mes marque-pages. Michel Onfray parle de civilisation judéo-chrétienne, il parle de valeurs d'antan qui sont remises en cause aujourd'hui par la gauche postmoderne, son némésis même aujourd'hui, sauf que Michel Onfray, il me semble que c'est un athée, et il est pour le fait d'avoir une espèce de religion civique républicaine. Je pense que c'est au contraire ce qui pourrait mener à, désolé pour le chien, le clébard qui gueule dehors, je pense que c'est ce qui pourrait mener à un régime totalitaire en fait. Pour moi, je vais vous le dire très clairement et je vais peut-être pas détailler pour pas que la vidéo fasse 20 heures, mais les régimes totalitaires et aujourd'hui ce qu'on subit au niveau idéologique, parce que Michel Onfray est aussi à charge contre l'Union Européenne, ce qu'on vit aujourd'hui au niveau de cette injonction à ne pas penser de manière critique, donc on va dire cette espèce de volonté de matrixer les gens, je n'aime pas ce mot, c'est le fait qu'on essaie de nous faire du lavage de cerveau, comment dire, au risque de me perdre dans mes propos, ce qui s'est passé, c'est parce qu'on a abandonné la religion. Quand tu abandonnes, toute société a besoin d'un système de pensée. Pas un système de pensée comme 1984, non. Un système de pensée, quelque chose qui guide sa réflexion, la manière avec laquelle elle envisage le politique. Et je suis peut-être un peu nietzschéen là-dessus, mais je pense sérieusement que le fait d'avoir, entre gros guillemets, et je mets de gros guillemets, le fait d'avoir tué Dieu,
parce que Nietzsche a annoncé la mort de Dieu et c'était une très mauvaise nouvelle pour l'Occident. C'est ça qui a donné le régime totalitaire, c'est ça qui a donné toutes les dérives politiques qu'on est en train de voir aujourd'hui et le fait qu'on ne puisse plus réfléchir de manière critique. Aujourd'hui, c'est mort, tu ne penses pas de manière critique. Si tu penses de manière critique, tu es ostracisé, tu es écarté du débat, même si aujourd'hui ça a tendance à devenir de moins en moins le cas puisque les gens se rendent compte de la supercherie. Donc, je trouve que ce côté est largement occulté par Michel Onfray parce que le fait de ne pas, même si Michel Onfray est un spécialiste de Nietzsche, il suffit de voir ses interventions en conférence là-dessus, il connaît la pensée de Nietzsche sur le bout des doigts, mais je pense qu'il n'est pas assez sévère avec le fait qu'en Occident on ait anéanti la religion. Et au risque de paraître comme étant quelqu'un qui fait du prosélytisme, sans religion la politique n'existe pas. Et je dis bien sans religion, je ne dis pas forcément sans religion monothéiste, puisque qu'importe comment tu penses, qu'importe ce que tu penses penser, tu as des idées que tu ne remettras jamais en question, et surtout tu as des idées qui guident ta manière de voir les choses. Une religion c'est ça, ce n'est pas parce qu'on a enlevé Dieu de nos vies que la religion n'existe plus, ou en tout cas le fait qu'on ait remplacé la religion par l'idéologie. C'est là où je veux en venir. On a remplacé la religion par l'idéologie, et je pense que c'est ce qui a fait le totalitarisme, c'est ce qui a causé énormément de dérives. Pourquoi ? Parce qu'une idéologie, c'est tout simplement, qu'on le veuille ou pas, dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec ça, une idéologie politique, c'est une religion sans le divin, sans le côté enchanteur, sans le côté spirituel. Et c'est assez dommage, puisque Michel Onfray, je trouve qu'il passe à côté. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, en tout cas, c'est ma conviction profonde par rapport à ce bouquin. Deuxième chose, pour ne pas... Alors, de toute façon, si je continue comme ça, je vais empiéter sur des sujets que je compte aborder dans d'autres vidéos. Donc, avant de m'insulter, dites-vous que ce n'est que l'embryon de la pensée que je compte déployer plus tard. Donc, deuxième critique que je pourrais adresser à Onfray, donc bien évidemment, son bouquin sur la dictature est à charge contre l'Union Européenne, puisque l'Union Européenne est l'ennemi numéro 1, le némésis de tout souverainiste qui se respecte, mais aussi contre la gauche. Son némésis personnel à lui, c'est ce que j'appelle la gauche néolibérale, c'est-à-dire la gauche woke, le fait, mais si encore une fois je ne supporte pas ce mot tout simplement parce que je n'aime pas les anglicismes et parce que ça c'est quasiment religieux, hein. Même si eux-mêmes ils se qualifient comme ça, en gros ceux qui pensent pas comme toi ils sont éveillés. Non, je refuse de leur accorder ce mot-là, un mot d'une consonance aussi religieuse. Donc on voit un peu le paradoxe des tendances que je décrivais quelques minutes plus tôt. Donc cette gauche-là, vous savez très bien de quelle gauche je veux parler, cette gauche qui est, je l'appelle néolibérale, puisqu'elle est à la fois profondément individualiste et qu'elle encourage la consommation, qu'elle encourage le communautarisme, tant que le communautarisme encourage la consommation, c'est-à-dire qu'on va te foutre dans des groupes et te dire, voilà, tu fais partie de ce groupe, tu es oppressé ou pas, on s'en fout, consomme. Voilà. Et tu es oppressé ou pas, en fonction du groupe auquel tu appartiens, tu as le droit de déclarer certaines choses. Je m'avance pas plus loin, mais cette gauche-là, c'est la gauche qui aujourd'hui est dominante. Elle est représentée dans certains partis comme, malheureusement aujourd'hui, Europe Écologie Les Verts avec Madame Sandrine Rousseau et la France Insoumise avec Mélenchon qui, j'en suis convaincu, ne croit pas un seul mot de ce qu'il raconte quand il déblatère. Ce que lui ont dit, ce que lui ont dicté ses conseillers en politique venus tout droit des États-Unis. Donc, idéologiquement, je précise. Donc, cette gauche-là qui est dominante aujourd'hui, qui ne critique pas l'Union Européenne, qui, malgré tout ce qu'on dit, sa priorité, ce n'est pas la lutte des classes, ce n'est pas le fait d'accorder une meilleure vie aux travailleurs, c'est pas le fait de réduire les inégalités, c'est pas le fait de lutter contre le néolibéralisme. Non, c'est cette gauche-là s'est complètement dévoyée elle-même. Je vous renvoie au rapport Terra Nova, je pense que c'est celui de 2012, qui a fait la gauche qu'on connaît aujourd'hui. Eh bien, Michel Onfray critique énormément cette gauche-là en l'accusant implicitement d'encourager la dictature. Alors là où je suis d'accord avec lui, c'est par exemple au niveau du langage. Aujourd'hui, la manière avec laquelle tu parles est criminalisée et on considère qu'il faut que tu parles d'une certaine manière, il faut que tu utilises certains mots, sinon tu es considéré comme un méchant. Et bien évidemment, la tendance de cette gauche-là à appeler à la censure systématiquement, très libertaire vis-à-vis de l'État, contre l'autoritarisme, mais en même temps favorable à la censure. Donc le paradoxe est assez parlant. J'ai pas envie de m'embarquer dans des lieux communs, vous savez tout aussi bien que moi que cette gauche déteste la notion de pensée critique. Elle veut en gros que tout le monde se mette à penser comme elle, tout simplement parce que ils pensent que si tu ne penses pas comme eux, c'est pas que tu as un avis différent, c'est que tu fais partie des méchants de l'histoire. D'où le fait qu'ils accusent absolument tous leurs détraqueurs d'être d'extrême droite, moi y compris.
je l'accorde à Onfray sur beaucoup de points, on va dire, je suis à peu près à moitié d'accord avec lui, sauf que George Orwell ne parlait pas de l'extrême gauche, il ne parlait pas non plus de l'extrême droite. D'ailleurs, l'expression extrême droite occupe à peu près 0,05% du bouquin, et je pense qu'il en parle 2 ou 3 fois. Non, il parle surtout de l'extrême gauche. Et si moi aussi je suis favorable au fait de dénoncer l'extrême gauche, puisque je considère que leurs idées sont vraiment néfastes à la société, même si je ne suis pas pour le fait de les censurer, mais je pense vraiment qu'ils ont des idées complètement éclatées au sol, qui ne permettront pas de faire société, qui au contraire ne feront que diviser les gens, appeler à la censure, appeler à l'autoritarisme de l'État et au nihilisme le plus mortifère. Je vous rappelle que quelqu'un de cette gauche-là, il préfère que tu sois bourré aux antidépresseurs, que tu ailles dépenser 60 € par semaine chez des psys, plutôt que de faire du sport, de trouver de la spiritualité, d'avoir des objectifs dans la vie, de travailler, de fonder une famille. Donc, je lui accorde ce point à Onfray, sauf que c'est un peu paradoxal d'utiliser George Orwell, puisque non, George Orwell, ce n'était pas ça le message. Le message de George Orwell, j'en ai déjà fait une vidéo, je ne détaillerai pas, le message de George Orwell, c'est regarder jusqu'où on est prêt à aller quand on est convaincu d'agir au nom du bien. Quand on est convaincu que notre devoir, c'est d'apporter le paradis sur Terre, on est capable du pire. Le message de George Orwell, ce n'est pas « Regardez ces méchants communistes, ils sont méchants ». Non, le message de George Orwell, c'est de dire « Le bien est l'ennemi du bien en politique ». Tu es convaincu de faire le bien absolu, tu es capable de faire les pires choses. Pardon, je ne suis pas en train de dire que Michel Onfray est trop à charge contre la gauche et qu'il devrait être à charge contre la droite. Non, je suis en train de critiquer le fait d'utiliser George Orwell pour ça, alors que, et ça Michel Onfray je trouve qu'il ne l'a pas suffisamment martelé dans son bouquin. C'est peut-être des critiques un peu superficielles, mais je trouve qu'il aurait dû aller plus loin là-dedans. Peut-être que son bouquin aurait dû être un peu plus volumineux, pardon. On sait que Onfray sait pondre des bouquins qui sont très longs à lire, mais voilà. C'est ce genre de critique. En gros, il faut quand même pas oublier le vrai ennemi. Le fait de considérer l'extrême gauche comme un ennemi, ce n'est pas parce que leurs idées sont éclatées au sol, non, c'est parce que ils sont convaincus d'agir pour le bien. Quand l'extrême gauche t'accuse d'être d'extrême droite, c'est parce que tout simplement ils considèrent que tu fais partie vraiment des méchants de l'histoire. J'ai parlé avec certains de ces gens-là. C'est lunaire, ils se prennent pour les descendants de Jean Jaurès. Ils se prennent pour les descendants des mecs qui étaient là dans les barricades en 30 et en 48 et en 71 pendant la Commune de Paris. Ils pensent vraiment être les descendants de ces gens-là, alors que ces gens-là étaient beaucoup plus patriotes que le français lambda patriote aujourd'hui. Bref. Donc, ça c'est les deux critiques que j'adresserai au bouquin de Michel Onfray, mais à part ça, honnêtement, je vous le conseille, c'est une très bonne lecture, ça se lit vraiment. Si tu lis très lentement, tu vas prendre 2 jours à le lire, hein. Franchement, c'est très très loin d'être un gros pavé, et même il n'y a même pas besoin d'avoir lu George Orwell, les deux œuvres de George Orwell, La ferme des animaux et 1984. C'est pas obligé de les avoir lus pour comprendre, puisque il t'explique en fait, il te fait un résumé des 2 œuvres, et en filigrane, il t'explique ce que ça implique, les messages que George Orwell avait voulu faire passer. Et en conclusion, donc, voilà, il parle de l'extrême gauche, de l'Union Européenne, de plein de trucs, et bien évidemment, il y a plein de références aux gilets jaunes. Voilà, on va s'arrêter là. Si vous avez d'autres bouquins que vous voulez que j'accorde une vidéo comme ça, un peu à chaud, n'hésitez surtout pas à m'en faire la recommandation. La zone commentaire est faite pour ça. Encore une fois, la zone commentaire, c'est aussi pour les questions de la vidéo FAQ qui va sortir dans pas longtemps. Ça dépend du temps que j'ai actuellement, et en ce moment, j'ai pas trop de temps, vous m'en excuserez. On se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!